comida principal del día 3, postquimio al día 8. La mélisse étant une plante antispasmodique, surtout au niveau digestif haut, et la réglisse est anti-inflammatoire, et en même temps, comme je l'ai montré auparavant, ça stimulait aussi, ça diminuait la fatigue cortico-induite, et ça permet aussi de cicatriser la muqueuse digestive. Entonces la melisa es una antiespasmódica, sobre todo a nivel digestivo superior, y la regaliz es una antiinflamatoria, disminuye el cansancio, es un cicatrizante de la mucosa digestiva y induce los corticoides. Par exemple, sur la réglisse, pour montrer comment que ça marche, la physiopathologie de la plante, un des principes actifs qui s'appelle l'acide glycérétique par rapport aux prostaglandines et icosanoïdes, ça diminue la production de cette enzyme, la 11-bêta-hydroxystéroïde déshydrogénase, qui augmente la biodisponibilité des glucocorticoïdes. Donc ça va avoir une action sur les phospholipases A2 qui vont empêcher la production de prostaglandines inflammatoires et donc à terme de diminuer la cyclooxygénase, l'hypooxygénase. Entonces, por ejemplo, para que veáis un poco la acción farmacológica de la regaliz, contiene un principio activo que es el ácido glicético que actúa sobre las prostaglandinas a través de la inhibición de la enzima 11-beta-HSD2 que aumentará la biodisponibilidad de los glucocorticoides y actuará sobre la histamina y la fosfolipasa A2 disminuyendo las prostaglandinas proinflamatorias y actuando a la larga sobre la inflamación. Il y a eu des travaux, il y a beaucoup de travaux sur la réglisse, y compris aux États-Unis, notamment le cancer du pancréas qui avait une certaine action, mais des propolis très purs, des propolis de la réglisse, pardon. Ça, ce sont les études in vitro. Donc, il y a une inhibition des induits de l'ADN, une activation d'oncogène, inhibition de la protéine anti-apoptotique, induction donc d'apoptose, inhibition de l'expression de certains proto-oncogènes, inhibition de la PKC, de l'ornithyldecarboxylase et une diminution de l'expression du récepteur de l'EGF. C'est chez la souris, donc diminution du risque métastatique dans le cancer du rein, diminution de la baisse des globules blancs et augmentation de l'efficacité de certaines drogues, notamment les taxanes. Et on commence à pré-traiter les gens avec des extraits de réglisse pour des cancers réfractaires qui seraient sensibles aux sels de platine et au taxane et à certains dérivés de la vinblastine. Entonces, la regaliz en varios estudios in vitro, muchos trabajos se han realizado en los Estados Unidos, tiene una actividad antimutágena, inhibe los fragmentos de ADN mutágenos, disminuye la activación de oncogenes, inhibe las proteínas antiapoptóticas y induce la apoptosis independientemente de la actividad estrogénica. Inhibe también la expresión de proto-oncogenes C-POS y C-JUL induidos por estrógenos. Inhibe la proteína quinasa C, la ornitina descarboxilasa de células epidérmicas y la expresión del receptor del factor de crecimiento epidérmico. En el ratón disminuye las metástasis pulmonares del cáncer de riñón, disminuye la leucopenia y aumenta la eficacia de los taxanos y de la vinblastina. Se ha usado en cánceres refractarios, se han hecho tratamientos con regaliz. Il y a des extraits frais de réglisse, il y a une précaution d'emploi puisque la glycyrrhizine est un facteur qui peut donner de la tension et un hyperaldostéronisme secondaire et des risques de baisse de potassium. Donc c'est un principe de précaution, on n'en donne pas évidemment chez l'enfant et la femme enceinte. Et la contre-indication, c'est chez un patient hypertendu qui ne serait pas contrôlé par un traitement, et en tout cas ceux qui ont des diurétiques et des thiazidiques. Entonces hay precauciones de empleo de la regaliz, ya que aumenta la tensión arterial, puede producir un hiperaldosteronismo y una pérdida de potasio. Entonces hay un principio de precaución en el niño y en la mujer embarazada y una contraindicación, la hipertensión no controlada, el paciente con hipertensión no controlada, la hipocalemia, la insuficiencia renal grave y el uso de pacientes con diuréticos de la
de Hasta Alors dans la deuxième phase, c'est-à-dire de J8, J10 à J20 par exemple, on fait la détoxication hépatique avec desmodium, chardon-marie en quantité égale, une cuillère à café avant les repas principaux de l'inafagiva. En la segunda fase, desde el día 8 o 9 hasta el día 20, se propone una aplicación magistral con desmodium y cardo mariano, una cucharada de café antes de cada comida. Donc le chardon-marie, ça dépend aussi de ses extraits, il est hépatoprotecteur, détoxique hépatique, anti-inflammatoire, écolagogue. Bon, ça dépend de son mode d'extraction. Vous avez les flavolignanes extraits à 70 degrés d'alcool, les flavonoïdes vers 50 degrés, les dérivés phénoliques un peu plus bas. Entonces el cardo mariano es un hepatoprotector, disminuye el nivel de hemoglobina glicosílada, es un detoxificador hepático, antiinflamatorio, colagogo y contiene flavonolignanos, extracción al 70%, flavonoides y derivados fenólicos, según la extracción. Le côté hépatoprotecteur qui renforce celui du desmodium, donc au niveau des transaminases, et l'activité antioxydante notamment sur la glutathion et la superoxydismutase, diminue la transformation de fer ferreux en fer ferrique et inhibe l'absorption des toxines et augmente la synthèse des protéines hépatiques, notamment les protéines de l'inflammation. Entonces el cardo mariano refuerza en su actividad hepatoprotectora al desmodium, tiene un efecto antioxidante por su actuación sobre la glutatión en la superoxidismutasa, tiene también una disminución de la transformación del hierro 3 al hierro 2 y aumenta la síntesis de proteínas hepáticas. Un des principes actifs du chardon-marie qui s'appelle la silibine, qui stimule l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire programmée, via les processus autophagiques, processus de mort aussi extrinsèque par la voie trail ou intrinsèque par un stress mitochondrial par le cytochrome C. Mais il faudrait en consommer énormément parce que aussi il y a un problème de biodisponibilité. Il faudrait 8 grammes par jour de ce principe, car la demi-vie de la silibine est très courte et il y a un problème de biodisponibilité. Donc il faut des extraits très purs et très concentrés en chardon-marie, et il faut l'associer à d'autres plantes hépatoprotectrices. Entonces, uno de los principios activos del cardo mariano es la silibina, que estimula la apoptosis a través de la vía de la caspasa, y la autofagia estimula las dos vías extrínseca e intrínseca a través del estrés mitocondrial, pero el problema es que la silibina tiene una biodisponibilidad muy baja, habría que consumir 8 gramos al día porque tiene una media vida muy corta y poca biodisponibilidad. Tendrían que consumirse extractos muy puros y muy concentrados de cardo mariano. Alors le desmodium, on a vu que c'était une plante plutôt hépatoprotectrice au niveau hépatique, anti-allergique, respiratoire, et protège aussi la toxicité rénale. Donc ça, c'est une plante majeure dans la détoxication hépatique et rénale. El desmodium es una planta que tiene un efecto hepatoprotectora, es un antialérgico, respiratorio y alimentario, es un nefroprotectora, es una planta importantísima a nivel de detoxificación hepatorenal. Alors ça, c'est donc pour le protocole FEC. Donc de J4 à J8, on donne Mélis réglisse ou réglisse guarana, comme dans la thèse. Et après, en deuxième partie, de J8, J9 à J20, on donne chardon-marie ou fumeterre avec desmodium de toute façon. Mais de toute façon, le desmodium, vous pouvez le donner assez rapidement au bout de la fin de la semaine de chimio, car il n'est pas inducteur enzymatique, il ne va pas contrarier l'efficacité de la chimiothérapie. Entonces, el protocolo que, para resumir, se daría del día 4 al día 8 una mezcla de melisa y regaliz, y del día 8 al día 20 se introduciría cardo mariano y desmodium, aunque como el desmodium no es un inductor enzimático, se puede añadir muy pronto en el tratamiento, ya que afecta el metabolismo de la quimioterapia. Donc ça, on fait 3 cycles de ce protocole FEC.
Ensuite, on passe à trois autres cycles de Taxotere, pareil, de JAJ21. Les effets secondaires des taxanes attendus sont des risques allergiques, d'œdème des membres inférieurs, des ongles qui se décollent et le syndrome main-pied. Entonces, después de 3 ciclos de CEC, se pasa a 3 ciclos de taxano, también en un ciclo de cada 21 días. Los efectos secundarios que se pueden esperar son alergias, aplasia y las uñas que se quitan, la onycholisis, y el síndrome manos y pies. Et aussi beaucoup de douleurs articulaires et musculaires. Y muchos dolores articulares y musculares. Donc là, on peut d'emblée donner, dès le lendemain de la chimio, peut-être pas J1, mais le lendemain, un mélange de curcuma et de pilosel, une cuillère à café, 2 fois par jour. Se puede dar ya desde el día que sigue a la quimioterapia una mezcla de cúrcuma y de vellosilla, una cucharada de café 2 veces al día. Car le curcuma potentialise le docétaxel, Taxotere, est potentialisé par la curcumine. Donc c'est un essai qui a été fait chez nous, à Clermont-Ferrand. Ya que la cúrcuma va a potencializar la actividad au centre anticancéreux, qui a montré que l'escalade de dose de la curcumine était efficace et sécurisée à 6 grammes par jour, de J-6 à J+2. C'est-à-dire on le donne une semaine avant, pendant la chimio et jusqu'au lendemain. Il y a la toxicité limitante et la diarrhée. Ceux qui sont constipés sont intéressés. Entonces, esto es un estudio multicéntrico de fase 2 que se ha hecho en Clermont-Ferrand y ha mostrado que la escalada de dosis de curcumina es eficaz y segura de una dosis de 6 gramos al día, de 6 días, una semana antes de la quimio, 2 días después, mejora la toxicidad y evita el restreñimiento. C'était un essai de phase 2 chez les patientes métastasées, en dehors de toute ressource ou qui récidivaient. Les critères étaient une diminution d'un marqueur qui s'appelle l'antigène carcino-embryonnaire et une diminution du récepteur endothélial VEGF. Entonces es un estudio en fase 2 en el que se buscaba el control del antígeno carcinoembrionario en los pacientes con metastasis. Pour la détoxication hépatique, là j'ai mis du radis noir à la place du desmodium, mais on peut donner le radis noir d'emblée, sauf que le radis noir en liquide c'est pas un goût fameux, on peut l'édulcorer. Mais voilà, le radis noir c'est surtout intéressant pour les xénobiotiques et les xénoestrogènes, notamment l'association indole 3-carbinol et crambène, multiplie par 2 la stimulation de la glutathion transférase et surtout augmente la quinone réductase et aussi la glutathion peroxydase. Entonces el rábano negro se puede dar en vez del desmodium en extracto líquido, no es muy agradable, es edulcorar un poco, pero el rábano negro disminuye los enzimas de fase 1, aumenta los enzimas de fase 2, particularmente la asociación del indol 3-carbinol y el crambeno, que sobre todo aumentan la quinona reductasa y la peroxidasa. Alors, donc ça c'est pour les 3 cures de Taxotere. Ensuite, donc après la chimiothérapie, un mois après, on passe à la deuxième phase de traitement qui est la radiothérapie. Donc en général, c'est 50 degrés sur 6 semaines de traitement. On peut donner un traitement de phytothérapie pour prévenir la radiodermite ou en tout cas les érythrodésisthésies liées aux rayons. Et en tout cas prévenir la fibrose post-radie qui survient 3 à 6 mois après les rayons, avec par exemple une association de ginkgo, d'amamilis et de prêle. La prêle, s'il n'y a pas de facteur inflammatoire, on peut donner de la prêle. Sinon, quand il y a un sein inflammatoire, il vaut mieux éviter la prêle. Entonces, la segunda fase de tratamiento, vamos a un tratamiento de radioterapia, este tratamiento es estándar. Después de las 3 curas de taxano, entonces se da una mezcla de ginkgo y amamilis para prevenir la radiodermitis, al menos para prevenir la fibrosis cordálica que pueda aparecer hasta 3 meses después del tratamiento de radioterapia. Si se tiene un seno que no está inflamado, se puede dar cola de caballo.
Donc, les effets, les propriétés du ginkgo biloba, une action spasmolytique, une action anti-inflammatoire et au niveau de son tropisme vasculaire, permet la vasodilatation artérielle et diminue la perméabilité vasculaire en augmentant la résistance pariétale et une amélioration de la fluidité sanguine. Entonces el ginkgo tiene unas propiedades espasmolíticas, antiinflamatorias y vasculares, es un vasodilatador arterial, disminuye la permeabilidad vascular aumentando la resistencia parietal y mejora la fluidez sanguínea. Pour la mamélie, il y a une protection de l'intégrité des parois vasculaires, elle est plutôt vasoconstrictrice et vénotonique, mais aussi une action anti-inflammatoire, plus au niveau des microcapillaires que le ginkgo. Entonces, la mamelis tiene una protección. Notamment l'activité anti-élastase. Entonces tiene una actividad de protección de la integridad de las paredes vasculares, particularmente una actividad antielastasa superior a la de ginkgo, es una actividad vasoconstrictora, venotónica y antiinflamatoria. Alors aussi, à ne pas recommander de mettre de corps gras sur le sein pendant la radiothérapie. Avant, il ne faut rien mettre sur le sein pour éviter la diffraction des rayons qui augmente le risque de brûlure. Par contre, de suite après la séance de radiothérapie, vous pouvez conseiller aux patients de mettre directement de l'huile essentielle de niaouli, par exemple, c'est antifibrosant, ou de titri. Mais il ne faut pas mettre globalement de corps gras. Alors on a dit que l'huile essentielle de niaouli, le viridiflorol, avait une action avait une action estrogénique-like. Il faut en mettre vraiment beaucoup. Ce qui est extraordinaire, c'est que le niaouli protège le tissu graisseux, en tout cas le tissu cutané, et évite vraiment les radiodermites. Entonces, no se recomienda aplicar ningún cuerpo graso sobre el pecho antes de las sesiones de radio. Sin embargo, después de las sesiones se recomienda la aplicación del aceite esencial de niaouli, que es antifibrótico, o de titri. Tiene un componente activo que es estrógeno-like, que protege el tejido adiposo y protege sobre todo de la fibrosis. Alors donc ça c'est pendant la radiothérapie, on peut continuer, on sait que les effets des rayons durent 2-3 mois après la fin de la radiothérapie. La troisième phase du traitement, c'est un traitement hormonal pour 5 ans, la patiente n'étant pas ménopausée, donc on lui prescrit du tamoxifène. Le tamoxifène n'est pas un anti-estrogène pur, il a une activité agoniste et antagoniste. Agoniste aussi estrogénique, c'est pour ça qu'il faut surveiller l'endomètre, parce qu'il y a un risque, il y a 25% de risque de cancer de l'endomètre sous le tamoxifène quand même. C'est pour ça qu'on ne donne plus que 2 ans autour de la ménopause et on prend le relais ensuite par les anti-aromatases. Il y a beaucoup d'effets secondaires comme les bouffées de chaleur bien sûr à cause de cette activité agoniste et une stéatose hépatique, c'est-à-dire le foie gras avec une augmentation des triglycérides. Il faut savoir qu'après l'arrêt du traitement, la demi-vie, c'est marqué sur la diapositive, la demi-vie de 5 à 6 semaines. Non, j'ai dit des choses. Oh. Entonces, los efectos de la radiación duran solamente 2 a 3 meses, entonces se continúa con un tratamiento hormonal, ya que esta paciente no estaba con la menopausia, entonces el tamoxifeno tiene un... C'est un anti-estrogène, mais aussi activité agoniste. Antagoniste et agoniste, c'est-à-dire un effet serbe un peu, n'est pas un anti-estrogène pur, le tamoxifène. O sea, no es un antiestrogénico puro, es un agonista y un antagonista al mismo tiempo, entonces tiene que tener un control del endometrio, ya que tiene muchos efectos secundarios y es responsable un 30%, oui. Cáncer de endometrio. 25% de risque de cancer de l'endomètre. Entonces da un 25% de riesgo de cáncer de endometrio, produce también una esteatosis hepática con aumento de los triglicéridos y provoca sopores. Alors, le métabolisme du tamoxifène, ce n'est pas la molécule active. Il faut qu'il soit justement hydrolysé par ce 2D6, ou 3 à 4 à 5, pour donner le métabolite actif, s'appelle endoxifène. Donc, il y a beaucoup de polymorphismes génétiques, qu'on appelle les SNP, qui font que justement, il y a beaucoup de femmes qui ne supportent pas le tamoxifène à cause de ces polymorphismes enzymatiques qui empêchent
l'absorption du tamoxifène ou sa transformation en endoxifène. Entonces, C'est pour faire des études génomiques après. El tamoxifeno no es la molécula activa, tiene que hidrolizarse para dar lugar al endoxifeno, que es la molécula activa. Entonces, a causa de polimorfismos de los SNP, que son mutaciones o cambios en los nucleótidos, no soportan el tamoxifeno o no lo metabolizan bien. Entonces, hay un cierto número de mujeres que no son sensibles à su actividad pharmacologique. Alors nous avons une plante qui favorise, qui stimule la toxicité, en tout cas la déplétion du 2D6, c'est la fumeterre. La fumeterre, c'est une plante qui est active sur le cycle 2D6, qui est un inducteur de 2D6. Associé à chardon-marie, diminue justement la toxicité ou les métabolites inactifs du tamoxifène, comme le N-desméthyle ou le 4-hydroxytamoxifène, qui favorise le passage en endoxifène. Entonces hay una planta que es la fumaria que activa el CYP-D6, disminuyendo la toxicidad del tamoxifeno.